Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Grâce aux luttes de l'année précédente, la double peine est devenue une cause défendue un peu plus largement qu'auparavant. Disons qu'elle s'est normalisée, elle a moins un caractère sulfureux. Des personnalités et des organisations plus consensuelles s'en emparent. On la voit plus présente dans la presse, y compris au moment où des cas individuels sont traités par la justice. Ainsi, on peut entendre le PCF qui, par la voix de Robert Hue, exige désormais évidemment la régularisation des sans-papiers qui en ont fait la demande, évidemment le droit de vote pour les immigrés aux élections locales et européennes, mais aussi la suppression de la double peine, et ça c'est plutôt nouveau. Une première version provisoire du film de Bertrand Tavernier est diffusée sur la chaîne Planète. Et ça va donner encore plus de visibilité à cette question, puisque cette diffusion va être relayée par la presse. On est presque un an après que la grève de la faim a eu lieu à Lyon et seulement un des grévistes de la faim a reçu un certificat de résidence d'1 an. Alors que la commission qui avait été mise en place par Elisabeth Guigou en novembre 1998 estimait qu'expulser un étranger ayant toutes ses attaches en France, ça équivalait à un bannissement. Le MRAP et la CIMAD de Lyon interpellent le gouvernement sur la situation des anciens grévistes parce que, pour eux, l'interdiction de sortir du département, le pointage hebdomadaire et le renouvellement du statut tous les 6 mois, ça entrave les conditions de vie de ces personnes. Lila Bouguessa, une mère de 3 enfants français et épouse d'un des grévistes de la faim, va entamer à son tour une grève de la faim. Elle réclame une régularisation du statut de son mari parce qu'elle dit que sa situation est précaire et que cette précarité perturbe toute la vie familiale. Le Centre culturel et communique de Villeurbanne l'accueille pour sa grève de la faim. Lila veut aussi montrer que l'application de la double peine touche aussi les familles et pas seulement ceux qui ont été condamnés. Après une semaine, elle reçoit des soutiens, par exemple de Patrice Chéreau, ou bien de André Gérin qui va écrire lui-même au gouvernement pour dire que l'interdiction du territoire c'est une forme déguisée de bannissement qui était utilisée dans l'ancien régime monarchique au mépris de la vie sociale et de la vie familiale d'hommes, de femmes et d'enfants. Les soutiens organisent aussi un rassemblement place Bellecour. Comme elle a eu une maladie grave quelques années auparavant, Lila prend beaucoup de risques. L'Église réformée de France va demander au gouvernement la grâce de son époux, et donc toute cette activité en soutien accentue la pression sur le gouvernement. Au 18e jour, elle ne lâche pas. On dit que son dossier a été transmis à l'Élysée. Ses soutiens vont profiter de la campagne des européennes pour interpeller les candidats et ainsi le MRAP va aller interpeller le socialiste Moscovici qui leur indique que la demande de Lila est en cours d'instruction. Un nouveau rassemblement est organisé. Au 25e jour, elle est épuisée. Jean-Pierre Lachaise de la CIMAD de Lyon est préoccupé par son état de santé. Avec Guillaume du comité de soutien et avec le pasteur Costil, ils se démènent pour interpeller largement, mais ce qui les atterre à ce moment-là, c'est le manque de courage politique du PS qui fait des calculs à la veille des élections. Ils en sont réduits à mener une action coup de poing et 40 manifestants vont aller s'enchaîner au palais de justice. Puis, pour la fête des mères, ils vont célébrer une journée à son attention, place des terreaux. Lila demande simplement l'application du rapport Chanet qui est sorti en 1998 et qui soulignait que les mesures d'éloignement envers des personnes qui ont effectué toute leur scolarité en France et qui, pour certains, ont fondé une famille représentent un véritable bannissement. Le rapport Chanet, il proposait de mettre la loi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur le respect de la vie privée et familiale, en écartant toute possibilité d'expulsion d'étrangers ayant vécu et ayant été scolarisés en France depuis l'âge de 6 ans. Ce rapport suggérait aussi de restreindre le champ de l'application d'une interdiction de territoire français en la limitant aux infractions encourant la réclusion à perpétuité, donc les infractions les plus graves. Le 2 juin 1999, on a dépassé le 25e jour de grève de la faim. Elisabeth Guigou annonce une circulaire au parquet pour un aménagement de l'application de la double peine. Elle dit que cette circulaire devrait inciter le ministère public à mieux prendre en considération la situation personnelle et familiale des étrangers condamnés. Elle appellerait aussi à généraliser les enquêtes de personnalité pour apprécier si les personnes ont véritablement des attaches en France. Et ça, ce serait vraiment mettre en œuvre à minima le rapport Chanet. Seulement, Guigou annonce que cette circulaire ne s'appliquera pas à l'époux de Lila. Or, cette grève, c'était pour revenir à la loi Sapin, c'était pas pour une petite circulaire. Donc les soutiens de Lila s'invitent au meeting de Hollande à Lyon
Puis, ils organisent un nouveau rassemblement alors qu'au 8 juin, elle est très affaiblie. Dans le même temps, à Toulouse, il y a aussi une grève de la faim. Là, ce sont des sans-papiers algériens qui sont en grève de la faim depuis 22 jours. Ils sont soutenus par de très nombreuses organisations de gauche, même s'ils précisent à la presse qu'ils font tout leur possible pour préserver leur autonomie. Ils vont obtenir par cette grève de la faim qu'une délégation conduite par le professeur Schwarzenberg rencontre le préfet. Et du côté de Lyon, l'information que Chirac refuse la grâce arrive, mais rien n'est officiellement notifié. Donc Lila arrête sa grève de la faim. 37 jours de jeûne d'une mère de famille méprisée. L'Élysée va finalement confirmer ce refus et la lutte continue. Les militants lyonnais vont débaptiser le cours de la liberté. Et puis, en fin d'année, le 20 novembre, ils organiseront encore un grand rassemblement avec des prises de parole, manifestations. J'ai fait 37 jours de grève de la faim et je n'ai pas pu manger quelque chose. Avant, je suis restée en fait 40 jours sans manger. Je suis rentrée chez moi, je ne mangeais pas du tout. J'arrivais pas à me dire que c'était fini. Le livre que vous écriviez pendant la grève de la faim, ouf. J'ai laissé tomber. En fait, j'ai laissé tomber parce que d'abord, je suis pas un écrivain, parce que je me dis que s'il fallait que j'écrive rien que sur cette période qui est de 15 ans, il faudrait, je sais pas, moi, enfin bon, il faudrait au moins, je crois, 3 énormes, comme les registres d'état civil, des énormes cahiers comme ça, pour, si je devais raconter tout, parce que c'est une vie qui est faite de tous les jours et qui, même si c'est la routine, hein, un jour ressemble à un autre, mais pas chez nous, ça ressemble pas à chaque jour est différent, chaque jour possède une peur différente, une angoisse différente, un espoir aussi. Vous vivez cette expérience comme une expérience inutile? Non. Non, c'est pas une expérience. Moi, je pense pas que ce soit une expérience inutile quand même si c'est un échec pour moi, je pense pas que ce soit une expérience inutile. Dans le sens où ça fait bouger des personnes, ça donne l'occasion à des personnes de s'intéresser de plus près à la double peine et de se poser la question de savoir mais pourquoi cette femme fait la grève de la faim, qu'est-ce qu'un double peine et pourquoi. Parce qu'au départ, derrière la double peine, il y a le mot délinquance. C'est pas toujours très populaire, mais moi, en étant une femme et une mère de famille, je pense que j'ai éveillé un petit peu d'intérêt chez les gens. En fin d'année, la ministre de la Justice va donner des instructions au parquet pour que l'intégration personnelle et familiale des étrangers soit mieux prise en compte quand on envisage de les condamner à une ITF. Et puis, la circulaire de la chancellerie recommandera que la peine d'ITF ne soit prononcée que dans les cas d'entrée et de séjour irrégulier renouvelé, ou bien lorsqu'une autre infraction de nature correctionnelle ou criminelle a été commise. Donc, il faut vraiment ne pas oublier que l'EPS est une forfaiture. On ne doit jamais oublier ça. Cette année 99, le MRAP fête ses 50 ans et Lila ira témoigner à une réunion lyonnaise du mouvement. Toujours à propos d'immigration, la revue de Pierre Bourdieu publie cette année-là à titre posthume un article d'Abdelmalek Sayad qui s'intitulait « Immigration et pensée d'État ». J'en lis un extrait. « Nous pensons tous l'immigration comme l'État nous demande de la penser et en fin de compte comme il la pense lui-même. Résultat, le fait même de l'immigration qui trouble la séparation entre ce qui est national et ce qui ne l'est pas est entaché de l'idée de faute, de l'idée d'anomalie. Le délinquant immigré est ainsi doublement coupable d'être un délinquant et d'être un immigré. La double peine n'est pas dans les codes, mais elle existe objectivement dans notre façon de penser. Tout procès d'immigré délinquant est un procès de l'immigration, essentiellement comme délinquance en elle-même et secondairement comme source de délinquance. Du côté des luttes, en janvier, 80 personnes répondent à l'appel du MIB pour assister au procès pour la mort de Youssef Caïf. À l'époque, Tarek Kaoutari, membre du MIB et ami de Youssef, explique dans la presse leurs revendications. Ils sont venus avec une sono qui lâche du rap et dans le rassemblement devant le tribunal, les manifestants scandent « Pas de justice, pas de paix ». En février, le renvoi aux assises sera annoncé. Alors une chose incroyable, dans Le Parisien, le journaliste appelle le MIB « Mouvement d'intégration des banlieues ». Philippe Roizès a été punk dans sa jeunesse, il était passionné de musique et il a réalisé plusieurs documentaires qui mélangent histoire, politique, sociale et culture. Et en 99, il sort « Je rappe donc je suis », dont on va écouter un extrait. Il a aussi fait « Si tu roules avec la mafia Quinfri », « Mérine fragment d'un mythe »
Et dans Je rappe, donc je suis, on va entendre les militants du MIB. C'est aussi le film qui a fait découvrir au champ politique blanc le potentiel politique de la rumeur, parce que dans le monde blanc, on aime beaucoup le rap conscient. On voyait la cam arriver dans les quartiers, parce qu'il y avait un vide. On voyait comment ça se dégradait et tout. Et on disait attention à ça. On n'a pas été écouté. Quand il y a eu par exemple la marche pour l'égalité en 83, on a démontré, c'est parti des maguettes de Lyon et tout, il a démontré qu'il y avait une potentialité de s'engager sur ces problèmes-là, contre le racisme ou pour l'amélioration de vie dans les quartiers et tout ça. Le Parti socialiste, au lieu de répondre aux problèmes, il a pris la chose de l'autre côté en disant voilà, on va faire une ceinture sanitaire autour de ça. Ils ont créé SOS Racisme, qui est devenu le porte-parole de tout ça, mais qui était totalement en accord avec les politiques. Exactement à la même période, Maurice Rachfus, décédé récemment, paix à son âme, publie l'appel « La police hors la loi, ça suffit » avec l'Observatoire des libertés publiques qu'il a créé et qu'il préside depuis 1994. Ce qui lui a donné l'idée de sortir cet appel, c'est la mort de Habib à Toulouse. Il écrit, une fois de plus, « La police a tué un jeune issu de l'immigration maghrébine. Ce qui s'est passé à Toulouse dans la nuit du 12 au 13 décembre n'est que l'expression de la haine raciste affirmée au quotidien par des policiers en armes. » Et l'appel conclut, « Il semble que le pouvoir ait renoncé à faire le ménage dans les rangs de sa police, ce qui ne peut qu'encourager les plus excités à ouvrir le feu sans qu'il soit possible de les contrôler. » L'appel est signé par une vingtaine de personnes, parmi lesquelles Farid Boudjelal, Alain Brossat, Hervé Delouche, du Scalp, Faujour, Thierry Jonquet, Gilles Perrault, Tinius. Ces premiers signataires seront ensuite rejoints par Pierre Vidal-Naquet, Alain Krivine, les associations AC, Droit Devant, Scalp ou MIB, des chercheurs et quelques juristes. Rachfus sort cet appel aussi parce qu'il constate un durcissement de la part de Chevènement qui a l'air de chercher à concurrencer le discours du FN. Donc Chevènement est complètement dans l'escalade. Et sa sortie sur les sauvageons en est la preuve. Et il est aussi en train de préparer le projet de fichier STIC. Dans l'appel, Rachfus parle aussi de politique de la ville et il fustige le ministère de la Ville qui, selon lui, n'a jamais été qu'un voile pudique jeté sur les quartiers de banlieue pour lesquels nulle solution sérieuse n'est envisagée. Ce phénomène des banlieues où la haine ne cesse de croître contre cette société qui marginalise certains jeunes, les criminalise alors qu'en droit, ils sont nés français et sont citoyens à part entière de ce pays. Toujours dans cet appel, il souligne ces contrôles d'identité qui, dans certaines banlieues, vont jusqu'à 10 fois par jour. Au mois de septembre, Claude Bartholone organise le premier festival international de la ville à Créteil et il veut avec ça créer une sorte de lobbying des acteurs de la ville. Il a besoin que les habitants participent, donc il fait pleuvoir les réservations d'hôtels, les billets de transport et l'argent de poche. Et ça fonctionne, beaucoup d'habitants viendront participer. Il y a plein d'activités ludiques, comme on trouve toujours dans la politique de la ville, le mur de parole, la vidéo palabre, la palette graphique, le théâtre forum. C'est festif et infantilisant. On peut, par exemple, dire ses émotions en vidéo. Elles seront ensuite filmées puis projetées, et puis ça ne sert à rien. Le journaliste de Libé qui rend compte de l'événement constate qu'il y a plusieurs registres. Celui des élus, celui des techniciens de la politique de la ville et celui des habitants. Et les ponts n'existent pas entre ces trois mondes, sauf quand Tarek Kaoutari du MIB va demander à Claude Bartholone, quand Monsieur Chevènement dit qu'il comprend l'émotion des policiers après une séance de torture dans un commissariat, quelle forme doit prendre notre participation ? Les habitants l'applaudissent, puis Tarek Kaoutari s'emballe, mais en vain parce que le ministre n'est là que pour quelques minutes. Le soir, Libé nous raconte qu'il y a un grand bal métissé sur le parvis de la mairie, un bal utopique et charmant, plein d'énergie comme ce festival. Au mois d'octobre, le MIB organise le meeting Justice en banlieue. C'est le deuxième meeting national organisé par le MIB. Le premier était en 97. Et au mois de décembre, une trentaine de militants interrompent les assises du renouvellement urbain. Ils viennent de Vaud, de Mantes-la-Jolie, des Mureaux, de Sartrouville, de Marseille, de Nogent-sur-Marne. Et ils viennent là où les acteurs de la politique de la ville sont réunis. On trouve dedans les militants d'Agora. Agora, c'est une association qui est adhérente du MIB, qui viennent prendre la parole pour rappeler les principaux combats du mouvement, la double peine, les bavures, les conditions carcérales, l'islam diabolisé. Alors ils ont attendu que le moment où la déléguée interministérielle à la ville prenait la parole pour monter à la tribune et prendre le micro pour dire « ça suffit, vos discours, on ne veut plus les entendre ». Beaucoup faisaient partie des habitants qui s'étaient déjà invités aux assises de Vaud 9 ans plus tôt et ils reviennent dire « rien n'a changé, on n'est jamais invité ». Ils évoquent aussi Mehdi Reziga, un Vaudais de 22 ans qui est mort en prison où il effectuait une peine de 3 mois. Et ils disent « depuis des années, des présumés suicides se produisent dans les prisons, on n'y croit pas à ces suicides ». Il dénonce aussi le fait que dans les colloques sur la banlieue, on trouve de tout sauf des banlieusards.
Le lendemain, ils tentent de revenir mais se font refouler à la porte. Chacun un policier à la maison, chacun un flic à la maison. Monsieur, madame, bonjour. Donc, il est fort probable qu'une grande partie d'entre vous soit un peu surpris par notre démarche. C'est vrai qu'on aurait aimé intervenir d'une façon tout autre, mais compte tenu de la façon dont s'est organisé ce forum, vous rappelez qu'il y a 10 ans, en 1990, en octobre, Thomas Clongeot décédait ici, à Vaux-en-Velin. Et au niveau de la symbolique, il nous apparaissait important d'intervenir et de rappeler certains faits. Excusez-moi, c'est simplement une question de rattrapage. C'est vrai qu'on va prendre beaucoup la parole pendant ces jours-ci, mais c'est normal parce qu'on se rattrape. On rattrape le temps que vous nous avez fait perdre. Ça suffit. Prenez conscience de la réalité. Exactement. Ça suffit. Non, madame, je vous parle pas. Est-ce que vous les avez reçus, cette famille qui souffre? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens-là? Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Allez, on y va là-haut! La même année, Mémoire de télévision sort. C'est un livre qui analyse le discours médiatique sur les banlieues et ses poncifs. Il y a Le Casseur, qui est une actualisation de l'Apache. Il y a Les Sauvageons, qui sont les blousons noirs d'hier. Et c'est vrai que dans les médias à cette époque-là, c'est hyper présent. On voit toujours soit le vilain casseur, soit le grand frère rassurant, soit la figure positive de la beurette qui est modèle d'intégration. Et surtout, les émissions, pour faire de l'audimat, en rajoutent, en titrant par exemple leur reportage policier, La haine ou bien Peur au quotidien. 99, c'est aussi l'année où Malek Bouti devient président d'SOS. Alors lui, directement, il va partir en guerre contre la logique d'assistance dans les quartiers. Et ça va beaucoup plaire au suprémaciste blanc Yvan Rioufol. Lui, il voit Bouti comme la révolution. Malek Bouti, c'est le premier beurre à présider SOS. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il se nomme comme ça. C'est un élève de Julien Drey. Il décide de surfer sur l'actualité obsédé par la banlieue en s'investissant contre la ghettoisation des quartiers. Lui, c'est un ambitieux, il veut surtout marquer l'histoire d'SOS en laissant son empreinte. Et pour ça, il va être hyper présent dans les médias. Et pour exister dans les médias, il faut être dans la surenchère, donc c'est ce qu'il va faire pour exister médiatiquement. Un mouvement proche d'SOS Racisme émerge cette année-là, on va beaucoup le voir dans la presse type Canal+. Ce mouvement s'appelle Stop la violence. Ce sont le journaliste Christophe Nick et le socialiste David Assouline qui ont initié ce mouvement. Ils cherchaient à contrecarrer SOS que Bouti tentait d'autonomiser du PS. Donc quand on regarde ce mouvement, on a l'impression qu'il est fait par des jeunes de banlieue qui cherchent à ringardiser les violents des quartiers. Mais en réalité, c'est donc encore une émanation du Parti socialiste. Alors ce mouvement est très en phase avec la manière dont la société pose le problème des quartiers et pose mal le problème des quartiers en parlant d'une violence endogène. En réalité, si les jeunes des quartiers pavillonnaires ou si les jeunes des beaux quartiers avaient grandi en banlieue, eux ne feraient pas d'émeutes, ils feraient des tueries de masse tellement ils auraient de la rancœur. Donc la violence des quartiers, elle n'existe pas, elle y est mise. Et ces deux types, Christophe Nick et David Assouline, vont faire comme avec SOS, ils vont essayer de faire croire que ce sont des jeunes, spontanément, qui se sont organisés. Ils osent déclarer dans la presse que, je cite, c'est la première fois qu'on a en France un mouvement autocentré. Ça ressemble au mouvement black américain des années 80, ça remet les choses en cause à l'intérieur d'une catégorie. Et à l'époque, la dénonciation la plus forte de Stop la violence, elle viendra de 2 prêtres de Rouen qui vont l'accuser de mettre complètement de côté les causes de la violence et de relayer l'appel au calme de la société. Et donc la jeunesse chrétienne de Rouen va créer un mouvement sur le même principe, mais qui pose les bonnes questions et qui aussi pose des revendications en matière de logement, de travail et de transport. C'est le collectif Justice Non-Violence. Une chose est sûre, le sujet numéro 1 de 1999 en France, c'est la banlieue, l'insécurité urbaine, la violence des jeunes. Fini l'engouement de la France black-blamber du mondial de 98, et Chevènement attise tout ça pour des raisons électoralistes.
Il veut créer des centres de retenue pour dresser les jeunes. Il veut de la reconquête républicaine. Encore une fois, le grand gagnant de tout ça, ce sera Julien Dray, qui cette année-là sort un livre sur le sujet, un livre intitulé « État de violence », livre qui ne sert encore une fois à rien, sinon à enrichir son auteur. Mais Chevènement a des problèmes plus sérieux. En 1999, il fait face à une fronde de policiers, la 3e après que des policiers sont condamnés dans une affaire soulevée par la Cour européenne. Et à la fin de l'année, les militants du MIB assistent au procès de l'îlotier qui avait tué Fabrice Fernandez en plein commissariat. Le fameux procès où même les syndicats policiers demandaient des comptes. C'est une affaire qui est très médiatisée à cause du profil de psychopathe du policier qui avait déjà un dossier très lourd. Chevènement avait dû à l'époque organiser une cellule d'urgence pour gérer la colère policière. Donc sans surprise, l'assassin de Fabrice Fernandez est condamné à 12 ans de prison et les policiers vont témoigner pendant le procès. On va apprendre que immédiatement après avoir tiré sur Fabrice Fernandez, l'auteur du coup de feu est sorti de la pièce, a allumé une cigarette, a confié l'arme à un collègue avec ce commentaire « Fais attention, elle est sensible, le coup est parti tout seul ». Puis il s'est éloigné, a sorti un canif de sa poche et donc des policiers se sont approchés pour saisir le couteau de peur qu'il n'attente à sa vie et ils ont été choqués de voir que Jean Carvalho se curait les ongles. Et c'est la presse qui raconte ça, le témoignage choqué des autres flics. Donc ça sort de l'ordinaire, on n'a pas l'habitude de lire ça dans les procès pour des morts des mains de la police. Mais encore une fois, il faut comprendre que ce qui est exceptionnel là, ce n'est pas la violence de ce flic tueur, c'est juste que, parce qu'il était fait, au lieu de le couvrir, les policiers ont témoigné. Du côté de Toulouse, Zebda continue son engagement dans la lutte antiraciste, anti-Front National, anti-intégriste, aux côtés de militants appartenant à l'extrême gauche, signifiant ainsi, le dit Mustapha Amokran, son respect pour cette forme de courage politique au quotidien qu'est le militantisme. À ce moment-là, c'est vraiment l'apogée de la musique du monde. Les Zebda se trouvent nominés pour une victoire de la musique avec Stomy Bugsy et 1, 2, 3 Soleil. Et ceux que la presse nomme militants du tagine cassoulet tournent en France et à l'étranger avec leur album Essence ordinaire. L'Humanité les fera de nouveau rédacteurs en chef d'un jour et dans leur édito, ils vont signer Zebda Tacti Collectif et évoquer l'intégration, le rapport à la République des enfants d'immigrés, la télé qui rend bête, Total Fina Elf, le capitalisme. Et en son nom, le Tacti Collectif écrit un manifeste dont je vous lis un extrait. Nous sommes donc pléthore de petits fragments, le plus souvent intelligents mais minorisés dans les minorités. Nous avançons par chapelle, les beurs d'un côté, par petites parcelles, les chiennes de garde de l'autre, quelques homos par-ci, faut le dire, en lambeaux des trotskars malgré tout émiettés, des protecteurs de la nature désunis, des chômeurs volontaires, des autonomistes flous, le DAL, le mouvement attaque. On voit dans cet extrait que Tacti Collectif semble dessiner les contours de ce que sera plus tard la liste motivée de 2001. Autre fait notable dans la presse, c'est ce qui est raconté d'une rencontre organisée à Vénissieux par le maire de la ville. Le maire invite Tariq Ramadan, professeur de philosophie, d'islamologie et de littérature française à Genève, et Michel Morino, directeur du service études à la Ligue de l'enseignement. Et les deux invités sont là pour clarifier un débat crispé sur la perception et l'appréhension de la place des musulmans dans la cité. Et ce qui est fou, c'est que la presse locale raconte cet événement avec un enthousiasme extraordinaire. Il le présente comme une soirée débat sous haute citoyenneté, ce sont les mots qui sont employés. C'était accessible, les intervenants étaient passionnants, le débat a provoqué de nombreuses réactions du public et tout le monde a le sentiment d'en être sorti enrichi. Et ils sont totalement emballés par Tariq Ramadan qui, tout au long du débat, a apporté une voix sereine. Et du coup, on se demande, avec le recul, qui a hystérisé la question, mais visiblement, ce n'est pas Tariq Ramadan. Toujours à propos d'islam, au mois de décembre, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, se met en tête de désigner un leader officiel pour dialoguer avec les autorités. C'est toujours leur marotte. Et il lance une consultation de la population musulmane. Il choisit 5 fédérations musulmanes, 6 grandes mosquées et 6 personnalités jugées les plus représentatives de l'islam français. Tous sont appelés à ratifier une déclaration d'intention relative aux droits et obligations des fidèles du culte musulman en France. Dans cette déclaration, il y a un rappel de la Constitution française, Constitution, rappelons-le, que l'État bafoue constamment, et puis un rappel aussi de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et ça va beaucoup choquer. Tariq Ramadan déclare dans la presse que l'islam semble encore être une affaire étrangère au principe de la Constitution et que c'est choquant parce que ce texte n'est pas la loi mais une interprétation de la loi. En cette fin des années 90, l'islamophobie en tant que racisme spécifique n'est pas tellement évoquée ici en France. C'est plutôt quelque chose qu'on entend dans le monde anglo-saxon.
Et d'ailleurs, cette année-là, le rapporteur de l'ONU sur l'intolérance religieuse va déplorer l'islamophobie qui règne aux États-Unis, résultat, dit-il, d'une image haineuse des musulmans projetée par les médias. Donc on voit que c'est bien un héritage de l'impérialisme américain de la guerre du Golfe et pas un phénomène qui est né avec le 11 septembre 2001. Cette islamophobie aux États-Unis est tellement forte que la Commission des droits de l'homme à Genève estime que des libertés devraient être fixées à la liberté de la presse dès lors qu'elle prône l'intolérance. Or, l'intolérance s'oppose à la liberté. Le rapporteur dénonce les messages déformés et haineux qui traitent les musulmans comme des intégristes, des extrémistes et des terroristes. Et puis enfin, toujours à propos d'instances internationales, Martine Aubry, qui est ministre de l'Emploi et de la Solidarité, commande un rapport sur la lutte contre les discriminations au travail. Le rapport paraît et il recommande la création d'une autorité indépendante sur le modèle de la CNIL ou du CSA. Ce serait une autorité chargée d'instruire les réclamations des personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination raciale à l'embauche. Ce rapport dit aussi qu'il faudrait distinguer les services de l'État qui s'occupent de l'immigration et ceux qui s'occupent de l'intégration, parce qu'on ne peut pas faire la police et intégrer en même temps. Et puis, il propose de réformer l'outil statistique pour permettre de prendre en compte les caractéristiques d'origine ethnique ou nationale, tout en se protégeant évidemment d'éventuels dérapages. Alors cette instance, cette autorité indépendante, elle pourrait être saisie par un syndicat, un élu ou bien une association. Et les membres de cette instance seraient nommés par le président de la République. Mais pour être efficace, il faudrait qu'il y ait dans toutes les administrations des relais qui mettent en place les recommandations de cette instance. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, le principal obstacle à ce que les discriminations à l'embauche soient sanctionnées par les tribunaux, c'est que la charge de la preuve repose sur la victime. Or, dans le rapport, cette partie-là, elle n'intéresse pas du tout. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Nous savons pertinemment que la situation est parfaitement identique sur cette question. Donc pourquoi des annonces aussi ambitieuses si ce n'est suivi de rien ? Eh bien c'est parce qu'à partir de 1999, les États européens étaient tenus de respecter le principe de non-discrimination sur le marché du travail et aussi de mettre en place des politiques préventives et actives pour favoriser l'intégration des non-blancs sur le marché du travail. 1999, toujours la Commission européenne allait mettre en place des mesures pour appliquer l'article 13 interdisant la discrimination raciale. C'est donc pour ça et seulement pour ça que Martine Aubry a commandé ce rapport et que de grandes annonces ont été faites. Et souvenez-vous, à l'époque, SOS parlait de testing. C'était un sujet débattu dans les médias, dans nos radios communautaires. Et nous, complètement innocents, on s'est laissé embarquer dans le discours sur les discriminations et sur le testing, alors qu'en fait, c'était vraiment de la poudre aux yeux. Et ça ne servait pas qu'à ça à la France. Elle préparait encore une fois encore des motifs de pouvoir se mettre en avant pendant la conférence contre le racisme de 2001. Et pour le comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière, à l'année 95. En 95, une mission des Nations Unies vient vérifier en France que le programme d'action de lutte contre le racisme est bien appliqué. Le rapporteur spécial vient aussi parce qu'il est alerté par la multiplication des incidents racistes et xénophobes qui visent les immigrés et aussi par la multiplication des actes antisémites. Et il y a aussi des allégations de mauvais traitements aux détenus noirs et arabes. Donc cette mission du rapporteur va durer une dizaine de jours. Il va rencontrer les officiels, les gens de la Commission européenne contre le racisme, et puis des représentants des institutions concernées par le racisme et des gens de la société civile. Il va aller à Paris, à Lyon, Strasbourg, Marseille et Toulon. Et voilà ce dont il va rendre compte dans son rapport. Il va constater que la France fait face à des problèmes d'intégration, à une vague de xénophobie, à une prolifération des discours sur la préférence nationale, à une augmentation des actes antisémites de type profanation de cimetières ou publication négationniste. Il va ensuite consulter et produire des chiffres sur la présence étrangère et sur les discriminations au logement et à l'emploi. Et ces chiffres montrent que les Arabes et les Noirs y font face de manière extrêmement forte, et que parfois les représentants des institutions les valident, comme quand le directeur de la NPE avait justifié le refus de recruter des caissières noires parce que, disait-il, plus la couleur est foncée, plus on a du mal à se sentir de plein pied. Or en France, rappelons-le, le racisme est acceptable, c'est le revendiquer qui est intolérable. Donc il avait été saqué. Et donc dans ce rapport, un chapitre important concerne le traitement de l'immigration, les centres de rétention, la restriction du droit au regroupement familial, les exigences de certificat d'hébergement, la révision du code de la nationalité, les lois Pasqua, le traitement des enfants étrangers nés en France, le cas des non expulsables non régularisables. Le rapporteur spécial expose les solutions qui ont été prises par les institutions. La politique de la ville d'abord, donc vous et moi savons désormais que c'est un cache-misère.
l'éducation aux droits de l'homme et le travail transversal des ministères qui ne produit pas non plus grand-chose. Il liste aussi des solutions qui ont été proposées par la société civile pour faire évoluer les mentalités, pour la lutte syndicale contre les discriminations. Et sa conclusion, c'est que les attaques xénophobes et racistes mettent en danger l'image de la patrie des droits de l'homme. Il préconise aussi de réaménager les lois Pasqua pour que les étrangers malades puissent être soignés en France et surtout que les lois sur l'immigration se conforment aux grands principes avancés par la France. Et il appelle à mobiliser plus de moyens pour les instances contre le racisme. Alors, la société civile qu'il a consultée ici, ça a été la CFDT, FO, CGT, Fondation Daniel Mitterrand, les associations sous tutelle politique de la ville, France Liberté. Bon, on voit aussi que influer sur le choix des ONG, ça va avoir de grandes répercussions sur le contenu des rapports qui sont produits par ces instances internationales. C'est vrai que la Fondation Daniel Mitterrand ne dira pas forcément ce qu'aurait dit la TMF. Mais j'évoque ça surtout pour qu'on comprenne mieux pourquoi la France construit en permanence des instances contre le racisme qui, concrètement, semblent au mieux ne servir à rien, au pire œuvrer complètement dans le sens inverse. Elle fait ça parce qu'elle est soumise à des contraintes réglementaires, légales, parfois juste symboliques, au niveau international. Et donc, elle doit les contenter en se montrant active, impliquée. Mais dans le même temps, l'État-nation France a besoin de nous maintenir dans l'infériorité de droit pour sa propre survie en l'État, donc elle a besoin de maintenir le racisme. Et puis, au niveau international, la France fait aussi partie des nations blanches, au même titre que les États-Unis ou Israël, et à ce titre, elle doit montrer sa loyauté, être activement solidaire. Et ce sont ces trois grandes lignes qui guident son action. Et si on n'a pas ça en tête, on ne comprend rien à son action sur la question du racisme. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très concret qui figure dans ce rapport de 1995. La France crée une commission nationale contre le racisme et la xénophobie. Cette commission produit un rapport et la première partie est totalement incroyable. Elle liste les menaces et actes racistes qui ont visé maghrébins et juifs et dans une moindre mesure les noirs. Les meurtres d'Arabes sont listés consciencieusement. Les auteurs nazis et suprémacistes blancs sont identifiés pour la période 80-94. Le tract Le Boukak, l'assassinat barbare de Habib Grimzi, le mitraillage du bar turc en 84, l'attentat du groupe Masada contre un foyer Sonacotra, celui de l'Irgun Drei contre un bar maghrébin, l'activisme terroriste des commandos de France contre l'invasion maghrébine, les 2 maghrébins tabassés, aspergés d'essence et grièvement brûlés par des skinheads en 93, les 3 maghrébins attaqués par un groupe de 7 militaires et grièvement blessés en 93, et la Corse et PACA. On trouve même des statistiques détaillées des actes et menaces anti-maghrébins par région. Je ne peux pas tout lister, c'est trop long. Et puis les attaques contre les mosquées aussi. Et on n'est pas du tout habitué à ça. On ne savait pas que l'État savait que ça l'intéressait et qu'il surveillait ça avec intérêt. Bon, alors il dit aussi que certaines des attaques, comme l'attaque raciste du local des Jalbes par l'extrême droite et le tract les visant, est causé par la situation algérienne, ce qui est faux, et qui revient à complètement inverser les responsabilités. Parce que, voilà, quand ce sont des organisations militantes, la violence contre elles est justifiée. Mais surtout, cette reconnaissance, elle se fait à un prix. C'est que le véritable propos de ce rapport, c'est l'émergence d'un nouvel antisémitisme. Donc regardez comment il procède. Il reconnaît le racisme dont nous sommes victimes pour ensuite dire que le racisme anti-maghrébin baisse et que le maghrébin devient auteur du nouveau racisme, l'antisémitisme. Et mieux, dans les actes antisémites, il inclut l'antisionisme. Ainsi, les actes anti-Israël pendant l'épisode de la guerre du Golfe sont étiquetés antisémitisme. Pour eux, ça équivaut à un attentat contre un foyer Sonacotra ou à une ratonnade. Et donc, on comprend quand on lit ce rapport que la présence maghrébine, elle fait monter les violences antisionistes, antisémites. Et les attaques anti-Israël relèvent du racisme. Et dans les personnes arrêtées et poursuivies pour, je cite, actes d'antisémitisme ou d'antisionisme, les non-blancs sont majoritaires. Et même dans les statistiques présentées dans ce rapport, la commission amalgame actions liées au terrorisme international et au milieu arabe. Et ce rapport termine par un exposé de la manière dont la France a fait évoluer les lois pour réprimer tout ça. C'est frappant comme ça rappelle ce qu'on vit actuellement. La dissolution des groupements prônant la haine et la violence raciale. On est 20 ans plus tard, la LDJ existe toujours, pas le CCIF. L'interdiction de vente des publications racistes aux mineurs. Le protocole des sages de Sion est cité en exemple. La procédure référée liberté pour faire cesser un trouble illicite comme la vente en kiosque d'une revue négationniste. Pétré Grenouillot n'en a pas souffert. La répression de l'expression publique d'une pensée raciste. Jean-Marie Le Pen en tremble encore de peur.
l'apologie des crimes contre l'humanité, qui la concerne exclusivement les crimes de la Seconde Guerre mondiale, c'est dit explicitement, la contestation des crimes contre l'humanité, l'interdiction des fichiers ethniques, l'interdiction d'exhiber en manifestation des signes rappelant une idéologie raciste, mais bon, un tatouage nazi pour un flic en service, ça ne s'applique pas, visiblement. Tout ce qui concerne la profanation de sépultures, les conditions dans lesquelles une association peut se porter partie civile en matière de racisme, et puis, alors un point intéressant, le droit de réponse en cas d'attaque raciste d'une communauté dans la presse. Une association qui remplit certains critères peut avoir le droit de réponse pour cette communauté. Et qui en a fait le meilleur usage, on peut dire que c'est la LICRA. Sachant que donc, selon cette règle, une seule association peut bénéficier du droit de réponse. Donc si la LICRA en fait usage, eh bien d'authentiques organisations antiracistes ne peuvent pas derrière en bénéficier. Et puis la commission finit en listant tout un tas de condamnations en justice pour des faits, actes, discours racistes. Seule une minorité concerne les Noirs et des Arabes. Et toute la partie sur les mauvais traitements des Noirs et des Arabes en prison, elle n'existe pas dans ce rapport. La double peine n'existe pas. Les crimes racistes de policiers n'existent pas. Et le rapporteur spécial, lui, ne voit pas ce qui manque. Il est complètement époustouflé, emballé par ces résultats produits par la France. Donc revenons maintenant le 8 septembre 1999 à l'Assemblée générale des Nations unies. Maurice Glélea-Ananzo, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, a rendu 2 rapports. Un premier rapport qui rend compte de la situation du racisme dans le monde. Et puis un deuxième rapport sur la mission qu'il a effectuée en Afrique du Sud pour préparer la conférence. Et logiquement, qu'est-ce qu'il est censé aller faire, lui ? Eh bien, aller évaluer les pays. Et ce qui va se passer, c'est que pour garder la maîtrise des choses, un certain nombre de pays vont prendre les devants, le contacter et l'inviter. Et on remarque que ce sont les pays qui ne doivent pas avoir la conscience tranquille. Puisque le premier pays à l'inviter, ça va être les États-Unis, puis le Brésil, la Colombie, l'Allemagne et la France, qui sont tous des pays notoirement connus pour leur racisme. Et donc le rapporteur va aller en 98 en France et il va y rencontrer le gouvernement et la société civile. Alors je vous lis son compte rendu. En ce qui concerne la France, le rapporteur spécial a noté que le gouvernement français continuait d'accorder une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations du rapport sur la mission qui avait eu lieu en 1995. Un certain nombre de décisions judiciaires ont été rendues en France contre l'incitation à la discrimination raciale, contre la diffamation raciale et contre la contestation de l'Holocauste. Des mesures positives ont également été prises pour aider les jeunes immigrants à accéder à l'emploi. Et le rapporteur spécial a également salué chaleureusement l'initiative historique, fruit d'un humanisme, prise par l'Assemblée nationale le 18 février 1999 lorsqu'elle a adopté en première lecture un projet de loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Selon le premier article du projet de loi, la République de France reconnaît que la traite négrière outre-Atlantique et dans l'océan Indien et l'esclavage qui a été perpétré à partir du XVe siècle dans les Amériques et les Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes sont un crime contre l'humanité. Le projet de loi était actuellement devant le Sénat et il espérait qu'il serait adopté. Et c'est donc bien la preuve que cette loi n'a été votée à la hâte que pour des raisons stratégiques extérieures liées à la conférence de 2001. Donc la France en fume, parce que si le rapporteur avait été attentif, il aurait remarqué que derrière cette loi vide, en apparence favorable aux Noirs, la France publiait aussi l'arrêté du 8 juillet 1999 qui obligeait les étrangers malades à produire des certificats médicaux produits par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. Et ça complique terriblement les démarches des étrangers malades. Donc sur le plan symbolique, la France fanfaronne et dans le même temps, elle aggrave la situation des étrangers. Concernant la préparation de la conférence, un groupe de travail technique se réunit au niveau européen en 1999 pour préparer cette conférence. Dedans, on retrouve des représentants des États, qu'ils soient États membres ou non, et puis des membres d'organismes spécialisés comme la Commission européenne contre le racisme ou bien l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Cet observatoire recense toute l'activité raciste pour la zone. Et ce groupe de travail, pour 2001, se fixe 3 objectifs. 1. Créer un forum pour les communautés victimes du racisme. 2. Échanger sur les bonnes pratiques. Et 3. Sensibiliser le grand public à la question du racisme par des campagnes. Eh bien, l'Observatoire officiel de l'Europe va se faire doubler par ICAR. ICAR, c'est le centre internet contre le racisme en Europe qui diffuse des informations pour les ONG européennes et qui travaille dans les domaines de l'antiracisme, des droits de l'homme, de l'antisémitisme, de la diversité de l'immigration.
ICAR a été créé après des attaques xénophobes en Allemagne. À partir de 1999, ICAR se met en action pour informer les ONG sur la conférence et sur la procédure de préparation. Eh bien, ICAR, c'est un instrument de lobbying blanc et sioniste qui va se démener pour devenir une source d'information sur la conférence auprès de la presse. ICAR est financé par la fondation Magenta. Qui finance Magenta ? L'Open Society de George Soros et puis Verbe et Lumière qui est proche des militants sionistes du centre Simon Wiesenthal. Et il y a aussi l'OSCE, une organisation pour la sécurité européenne. C'est très important de le savoir parce que ICAR va être un acteur majeur de déstabilisation de la conférence. Et il y a des tas de journalistes qui ne sauront pas que c'est un instrument de lobbying blanc sioniste et qui vont reprendre ces informations naïvement. Et c'est totalement l'objectif recherché par ICAR. Ils avancent complètement masqués. À l'époque, ils se présentent comme voulant une prise de pouvoir démocratique et non violente des droits de l'homme et du travail contre le racisme en offrant de l'information et des reportages sur les événements qui ont lieu, en facilitant la communication, les campagnes, les actions, en stimulant la coopération entre les ONG. Et pour eux, tout l'enjeu, ça va être d'influer sur les ONG qui participent à ce processus et surtout de produire une information blanco-sionisto-compatible à la presse. Et ils se mettent en action parce que, encore une fois, ils sont très inquiets de ce qui pourrait se passer pour Israël et pour les nations blanches à la conférence de 2001, notamment parce que l'organisation de la conférence islamique en 1999 a voté une convention contre le terrorisme international et dans cette convention, la colonisation et l'occupation sont assimilées à du terrorisme d'État. Donc tout l'enjeu est là. On se quitte avec Ideal J, qui avec ce titre à l'époque avait été censuré en France. Le clip choquait parce que la réalité choque. Les hypocrites font semblant de chercher les sources de la violence quand des artistes comme Kerry James les ont exposés en détail au fil de textes puissants et lucides. En 1999, Ideal J avait donné un concert mythique à l'Élysée-Montmartre, peu avant que décède L.A.S. Montana, paix à son âme.